retrouve pour un nouveau vlog et nous sommes le jeudi 25 novembre. On est au milieu de la journée. J'ai fermé mon store parce qu'on vit juste à côté de deux chantiers. Et je m'excuse, du coup vous entendrez certainement les bruits sur la vidéo, ça m'énerve. Mais j'ai pas trop le choix, je travaille jusqu'à assez tard ce soir. Je peux pas vraiment parler à voix forte comme ça dans ma chambre, passer une certaine heure, donc je le fais plutôt dans la journée, comme j'ai congé le matin. Mais c'est vraiment avec les chantiers, c'est vraiment la poisse et la cata. Je vous ai pas pris depuis une semaine parce que j'avais pas vraiment de réception intéressante à vous montrer. J'avais juste mes lectures en cours, puis je me suis dit je le ferai quand je les reprendrai la prochaine fois. Mais là du coup j'ai reçu deux colis, il y en a un qui est vraiment gros et un petit qu'on va ouvrir ensemble. Du coup je vais aussi vous parler de mes lectures en cours. Je crois que j'en ai pas terminé de nouvelles. Il me semble que non, depuis la dernière fois je suis sur les mêmes lectures. Sinon pendant une semaine vraiment j'ai pas fait grand chose. La seule chose d'intéressante qu'on a fait c'était hier après-midi, mercredi, on est allé avec les enfants au travail. On est allé chez Schilliger, c'est un magasin en Suisse, un peu comme les Jardiland à quelque part. Il y a de la décoration d'intérieur, canapé, tout ce que vous voulez, décoration d'extérieur, bien-être. Et à Noël, ils ont vraiment un immense rayon Noël. Mais c'est même pas un rayon, c'est que ça prend plusieurs pièces. Chaque année, il y a une thématique d'ailleurs précise. Donc on va toutes les années voir ça avec les enfants. J'aime bien prendre des photos, des vidéos. Je vous y montrerai, j'ai filmé un petit peu. Mais je dois dire que cette année, ça reste très beau, hein, quoi qu'il en soit. C'est très joli, mais j'ai moins aimé la thématique. Cette année, la thématique, c'est Noël aux confins de l'océan, quelque chose comme ça. Enfin, c'est sur l'océan. Donc, vous avez littéralement une ou deux pièces où vous avez des hippocampes dorés, des coquillages en or ou en argent. Vous avez, c'est très joliment fait, hein, par contre. On se croirait vraiment au fond de la mer ou de l'océan. Mais j'étais dans cette pièce, je me disais c'est très joli. En plus vous avez la musique du Grand Bleu, ça c'est super sympa, c'est une bonne musique. Ils ont mis parfois des sons de baleines, vraiment. Les chants des baleines, ça c'est magnifique. Je dis pas, mais est-ce que ça fait vraiment Noël? Oui, on met en argent, on met en doré, ça fait une touche Noël, mais en fait j'ai l'impression d'être Noël aux Antilles ou quelque chose comme ça. Après il y avait des parties de pièces qui étaient quand même sur les thèmes plus traditionnels, hein, les petits animaux blancs, dorés ou argentés, comme on en trouve, hein, les petits renards polaires, les petits rennes et tout ça, hein. Il y a des Pères Noël bien sûr, mais je trouve que cette thématique, de toutes les années qu'il y a eu ces dernières années, j'y vais chaque année, c'est celle qui m'a le moins plu. L'année passée c'était sur Zermatt, Noël à Zermatt, j'avais trouvé sympa. L'année d'avant c'était vraiment très très joli, mais je ne sais plus du tout la thématique, je crois que c'était la féerie ou quelque chose comme ça, il y avait plein de petites fées, de petites créatures féeriques. Alors il y avait déjà des gens qui trouvaient que ça faisait moins Noël. Donc c'est vrai que des petites fées, est-ce que ça fait vraiment Noël? Je suis pas sûre. Mais avoir des hippocampes, des coquillages, oui, Noël aux Antilles. Mais j'ai pas eu la magie de Noël là quelque part, ça m'a manqué. Mais je vous ai mis des petites vidéos où vous verrez ça du coup après. Je vous ferai un petit clip une fois que j'aurai fini de parler. Je sais pas si cette vidéo sera en une fois ou si je vous reprendrai plus tard dans la semaine. C'est possible. Ça dépendra de si je reçois des choses intéressantes ou pas. Sinon, ce sera juste un vlog récapitulatif en une seule fois. Après, au niveau de mes lectures, je continue ma relecture, cette fois en français, d'un Palais de flammes d'argent, à Cotard tome 4, sur Nesta et Cassian. Et comme pour la VO, pour moi, ça reste un coup de cœur de toute façon, quoi. C'est vraiment, je crois vraiment que c'est mon tome préféré de toute la saga à Cotard, avec le tome 2. Vraiment, je passe un merveilleux moment. Moi, j'adore Nesta et Cassian. Et c'était pas facile, hein, parce que Nesta, à la base, dans la trilogie de base, je l'appréciais pas beaucoup, hein, pratiquement pas. Par contre, j'aimais bien sa dynamique avec Cassian, déjà. Mais elle-même, en tant que personnage, quand j'ai su que le tome 4 porterait sur elle, je me suis dit... ouais, c'est pas celle que j'aurais voulu en apprendre le plus. En apprendre plus sur Cassian, oui. Sur Azriel, sur Mort, mais Nesta, elle avait ce caractère qui fait qu'on n'a pas vraiment envie de l'approcher, quoi, d'apprendre à la connaître. Et Sarajima, ça, encore une fois, fait un tour de force, comme avec Richard. On le découvre dans le premier tome. On se dit, lui, c'est un méchant, c'est un badass et tout, on adore Tana. Et
puis finalement, plus les tomes passent, et plus ça s'inverse, plus on adore Richon, moins on aime Tamelin. Enfin, moi j'en fais partie. Et c'est pareil pour Nesta. Plus ça passe, et plus je l'aime. Et ça devient un de mes personnages préférés. Elle a du caractère, elle a un vécu... Enfin, voilà, elle est traumatisée, à quelque part. Elle est dépressive, surtout. Elle est au fond du gouffre quand on commence ce livre. Et c'est intéressant de l'avoir remonté petit à petit. Alors, c'est peut-être pas l'idéal, la manière dont elle remonte sur certains aspects, mais pourquoi pas. Et puis finalement, je suis assez contente parce que je vous en avais parlé, mais c'est un livre, pour moi, qui est limite un petit peu porno, très clairement. Il y a des scènes où on a l'impression d'être sur un site voilà, adulte. Et c'est vrai que dernièrement, sur les réseaux sociaux, ça a assez tourné. Le fait que les fans exigeaient que la Martinière mette de manière plus explicite que c'est un récit adulte. Et qu'il fasse en sorte que dans les librairies, etc., ce soit mis en rayon adulte. Parce que c'est toujours mis au rayon jeunesse. Et là, dernièrement, en début de semaine, il me semble que c'était en début de semaine, il y a des fans justement des réseaux sociaux qui ont vraiment contacté un organisme français qui gère ce genre de choses et ils ont gagné. L'organisme français a imposé maintenant à la Martinière de mettre un macaron en gros, en noir, devant 18 et plus. Et je pense, et du coup j'ai cru lire aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux que cet organisme faisait un appel aux fans qui connaissent la saga par cœur pour demander dans chaque tome précédent les moments érotiques qu'il y a eu et depuis quand on est monté en intensité. Donc de toute façon on monte depuis le tome 2, mais c'est vrai que voilà, ils veulent pouvoir lire tous ces passages pour voir éventuellement s'ils imposent le plus de 18 ou peut-être le plus de 16, je ne sais pas, à la Martinière sur les anciens tomes. Parce qu'en effet, le tome 1 ça va, mais dès le tome 2 ça commençait. Alors là, du coup vraiment celui-là c'est plus de 18, hein, on est d'accord. Donc, à quelque part, on a gagné. Je trouve que c'est normal parce que mettre ça... je suis passée hier à Manor avec les enfants et il est toujours mis au rayon jeunesse, à côté des Harry Potter. Et malheureusement, je n'avais pas le temps. J'ai essayé d'attendre 2 minutes de voir s'il y avait un vendeur. Surtout que sur leur site, ils ont maintenant le macaron. Sur le site de Fnac Suisse, il y a le macaron. Mais eux, ils ne les ont toujours pas dans le magasin et ils ont toujours mis en jeunesse. Voilà, je voulais lui dire, est-ce que vous avez vu que sur votre site, il y a maintenant le macaron obligatoire plus de 18 ans, rayon adulte, et que vous l'avez toujours au rayon jeunesse. Mais bon, je ne les ai pas trouvés, donc ils étaient tous pris, puis moi après je devais partir. Sinon, j'ai commencé à relire en VO Le sang et la cendre, From Blood and Ash, de Jennifer Alarmant-Trout. Bon, voilà, je lis à peu près une dizaine, quinzaine de pages par soir. J'aimerais bien en lire plus. Mais comme c'est pas une lecture qui fait partie de mon challenge du Pupkin, c'est pas ma priorité. J'essaie vraiment de finir à Cotard, qui est dans le Pupkin, et les 2 autres que je vais vous montrer. Je vous en ai déjà beaucoup parlé en VF, donc je vais pas revenir dessus. Par contre, le niveau d'anglais, moi je le trouve très abordable. Dans les phrases et dans les paragraphes, on va dire que je comprends à peu près entre 95 et 90% du livre. Donc c'est vraiment... Enfin, moi je trouve que c'est abordable. Mais après, c'est parce que je lis et que j'écoute beaucoup de films en VO aussi. Je suis toujours sur Behind the Bars de Brittany Cherry. Je vais l'avoir fini. Je pensais pouvoir le finir aujourd'hui au travail, mais comme les enfants sont malades, on va pas vraiment aller au parc, donc ça ne sert à rien de prendre au boulot. Et franchement, ça a à nouveau été une claque. Lui, je sais que ça sera un 20 sur 20, comme pour Eleanor Gray, parce que les thématiques, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, il y a du harcèlement, il y a le côté aussi mère qui impose, qui veut que sa fille soit à son image, etc., une star. Bref, tous ces côtés sont intenses et il y a vraiment un passage vers le milieu du livre vis-à-vis du harcèlement scolaire qui est très... Bonjour Thor. C'est vraiment un passage... T'as vraiment une queue qui fait qu'on voit plus rien dans l'écran. C'est vraiment un passage qui est difficile au milieu du livre. Voilà, c'est... J'en avais les larmes aux yeux, encore une fois. Brittany Cherry, elle est douée pour faire revenir les larmes aux yeux. Je le conseille vivement, mais vraiment attention, si vous êtes sensible, entre le harcèlement scolaire et ce qui se passe au milieu du livre, il faut s'accrocher. Voilà. J'ai commencé, sinon, Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, chez Casterman, le tome 1. La couverture, elle est sympa. J'aime bien avec ces espèces de
serpents. Bon, j'aime pas les serpents, mais je les regarde pas trop près. Alors, on est dans un fantastique, donc sur notre planète. On est sur certains moments à notre époque, environ. Et des fois, on est en 1920. À un moment donné, je crois qu'on est en 1800 et quelques, si je ne dis pas de bêtises. Là, on est en 1926. Voilà, 1902. Je crois qu'à un moment donné, comme je vous dis, on est en 1800 et quelques. Je vais regarder ça. 1899. On voyage dans le temps. En fait, on a des personnages dans le passé, en 1900 à peu près, où se déroule, je pense, la bonne partie de l'intrigue. Parce que là, j'en suis même pas encore tout à fait... Ouais, à un quart, j'en suis, à peu près. Donc, on a des personnages dans le passé où on suit une intrigue avec eux. Et on a des personnages, un personnage qui est Esta, qui est dans notre époque, qui peut voyager grâce à un artefact magique. Elle peut voyager dans le temps et utiliser son don magique à elle. Son don magique à elle, comment le résumer? D'ailleurs, c'est une voleuse, elle s'en sert pour voler des artefacts magiques, etc. Entre autres, des livres. Dans le cours de l'histoire, elle a son artefact magique qui lui permet de voyager dans le temps, qu'elle utilise pour faire ses vols. Et après, elle utilise son propre pouvoir pour voler. Et son pouvoir à elle, comment le décrire? C'est quelque chose avec le temps, comme si un peu elle ralentit le temps. Et en fait, elle est devant vous l'espace d'une seconde. Et puis la seconde d'après, elle est derrière vous et elle vous a volé même la canne. À un moment donné, elle vole une canne, enfin le pommeau d'une canne à un monsieur qui l'a dans sa main. C'est pour vous dire. Mais comme elle joue sur le temps, pour elle, il se passe peut-être 1 ou 2 minutes où elle a le temps de faire toutes les choses. Alors que pour le personnage qui est dans le temps normal, il se passe qu'une seule seconde. C'est un claquement de doigts. Ça lui permet d'être une voleuse, du coup, forcément excellente. Et du coup, elle va être envoyée dans le passé par son mentor qui recherche un livre, L'Ars Arcana. Et justement, dans le passé, les personnages qu'on voit aussi beaucoup recherchent aussi, enfin, il y en a un qui recherche beaucoup cet artefact. Ça se passe à New York, sur l'île de Manhattan, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est l'île de Manhattan. Et en fait, l'île a été, ouais, c'est l'île de Manhattan, ça. L'île a été, en fait, il y a longtemps, par un ordre, elle a été faite comme étant une prison pour les mages, les vrais mages. Dans le reste du monde, on la vend comme une magnifique cité, enfin, un refuge pour les mages où ils seront en sécurité, personne ne leur fera du mal, etc. Parce que les mages sont mal vus. Et en fait, dès qu'ils arrivent sur cette île, ils ne peuvent plus en partir. Il y a une barrière magique, ils peuvent la passer pour y rentrer, mais plus pour en ressortir. S'ils essayent d'en ressortir, Thor est en train de faire le zinzin, s'ils essayent d'en ressortir, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent leur pouvoir. Et en plus de perdre leur pouvoir, plus tout d'un coup, ils ont un pouvoir fort, plus ils vont devenir fous ou même en mourir. La plupart du temps, ils en meurent quand ils essayent de passer la barrière. Ce qui fait que cet ordre a en quelque sorte mis sous bulle, sous cage, à quelque part, les mages. À l'extérieur, dans le restant du monde, on croit que c'est un endroit sympa pour eux et tout, alors qu'en fait, après, ils sont en prison, ils ne peuvent plus en sortir. Et si les mages sont découverts par l'ordre, parce qu'il y a des êtres humains normaux aussi là-dedans, hein, mais quand les mages se font découvrir par l'ordre, eh ben, on les envoie justement sur la barrière volontairement. Comme ça, ils perdent leur pouvoir et la plupart du temps, ils en meurent. Donc voilà, le livre en question, L'Ars Arcana, aiderait certainement à faire lever cette barrière qui est présente donc en 1900 et qui est toujours dans les années 2000 et quelques. Cette barrière, cet ordre, c'est toujours là. Et le mentor de Esta pense que ça vient certainement de ce livre. Ou en tout cas que ce livre pourrait aider à battre cet organisme et puis à lever cette barrière. À voir si ce sera le cas ou pas. Je ne suis pas encore à la moitié, comme je vous dis. Après, je trouve que ça se lit assez facilement. J'ai quand même assez de plaisir à le lire. Il faut se repérer, hein, des fois, entre le présent, le passé. Esta, elle a déjà sauté une fois, elle était une fois dans le passé, elle est revenue au présent, elle est retournée là dans le passé. Elle cherche à revenir dans le présent. On saute un peu d'un truc à l'autre. Mais moi, je trouve pour l'instant que c'est vraiment sympa. J'ai hâte de savoir la suite, même si j'ai un peu peur, parce que Annie Terrarum a lu le tome 2, elle avait bien aimé le tome 1, et je sais que le tome 2 l'a beaucoup déçu. Et il me semble aussi que sur Livre Addict,
J'ai quelqu'un qui récemment l'avait mis, le tome 2, avait lu le tome 2 et a mis genre la note de 12 ou 14. Je ne sais plus qui c'était. Donc j'ai dit, oula, ça fait déjà 2 personnes qui ont trouvé le tome 2 moins bon que le premier. Donc à voir ce que ça donnera pour ma part. Finalement, dans mes lectures en cours, La Passe-Miroir de Christelle Dabos, Les Fiancés de l'hiver, le premier tome, chez Gallimard Jeunesse. Et je dois avouer, j'ai bientôt fini quand même. Hein. Mais je dois vous avouer que c'est actuellement dans ce que je lis, ce que j'apprécie le moins. Je ne dis pas que je ne l'apprécie pas. Il y a des choses qui sont sympas. Ophélie avec Thorne. Je me demande où on va aller. J'espère quand même qu'on va aller sur un... Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un enemies to lovers? Je ne suis pas sûre, parce que c'est pas vraiment un enemies, mais j'ai hâte de voir où ça va aller entre eux. Berenild, la tante de Thorne, me chiffonne un petit peu, mais elle m'intrigue aussi. Et puis Ophélie, elle prend quand même du caractère. Hein. Elle est vraiment, pour vous résumer, on est en fait, tel que je le vois, on est sur notre planète sans être sur notre planète. C'est-à-dire qu'on est dans un futur, on s'inspire de notre planète, mais c'est comme si la Terre avait explosé, comme on nous le décrit, où c'était scindé en morceaux et flotte autour de l'atmosphère, je ne sais pas comment on peut appeler ça, dans des espèces d'îles, de pôles, etc. Et là, Ophélie, elle vit sur sa parcelle à elle, avec sa famille, et elle a été offerte par les anciennes en mariage à Thorne, qui vit au pôle. Je pense que ça, c'est le pôle, hein, d'ailleurs. Et quand elle arrive là-bas, bah déjà, Thorne, c'est un grand dadais froid comme les pierres, hein, un petit peu comme l'île du pôle qui en lui-même est très froide. Il est froid, il est distant, il ne la regarde pas, il ne cherche pas à la connaître et tout. Elle pense d'ailleurs que comme elle, il n'a pas envie de ce mariage, que c'est la famille qui a demandé ce mariage, etc. Et il se marie que quelques mois plus tard. Hein. Mais du coup, elle devait normalement rester sur son île encore quelques temps. Et quand il vient pour la découvrir, elle lui dit non, non, vous partez avec moi, vous venez tout de suite maintenant, c'est pas dans 6 mois, non, c'est tout de suite. Par contre, le mariage aura lieu bien plus tard. Elle part avec une de ses tantes, et là, on découvre des complots. Thorne est très mal vu par les gens, il y a chacun des pouvoirs. La famille de Thorne, c'est des dragons, ils ont une espèce de pouvoir mental, la tante l'utilise des fois sur Ophélie, un pouvoir mental comme de vous mettre des griffes dans la tête qui vous donnent des maux de tête, etc., pour essayer de vous faire céder, que vous disiez ce que la personne veut entendre, ou pour approuver, etc. Il y a une autre famille, ils ont un pouvoir de déceler, ils ont des pouvoirs de mirage, enfin ils font des mirages. Enfin, il y a plusieurs familles, et ils ont chacun un pouvoir propre. Et par-dessus tout, donc, comment elle s'appelle, Ophélie découvre que Thorne est très mal vu. Thorne est en plus un enfant bâtard, il est qu'à moitié dragon. Les gens le détestent, en plus il est très hautain et tout ce qu'on veut, comme je vous ai dit. Et très vite on lui dit qu'elle ne va pas survivre là très longtemps, etc., qu'elle va se faire manger par les autres familles, et même par la famille de Thorne. Hein. Tous n'approuvent pas Thorne, comme c'est un bâtard. Seulement la tante Berenild, qui l'aime beaucoup, son Thorne. Donc voilà, Ophélie, elle doit se démerder là-dedans pour essayer de survivre. Elle doit rester incognito, on ne doit pas savoir que la fiancée de Thorne est déjà là. Sinon, on essaiera de la tuer, etc. Donc, la petite Ophélie, qui est toute gentille et tout, au début, elle arrive là-dedans complètement perdue. Mais petit à petit, elle arrive là à cerner des choses, à découvrir des choses, à comprendre peut-être des complots, parce qu'elle-même a un don. Son don à elle, c'est que quand elle touche un objet, elle peut le lire, elle peut lire son histoire. Et par exemple, si vous avez touché cet objet, au moment où vous avez touché cet objet, elle sait ce que vous aviez en tête, toutes vos pensées, etc. Donc c'est un don qui lui est quand même utile pour comprendre par moments certaines choses qui se passent là-bas. Et elle peut aussi passer les miroirs, d'où le fait qu'elle passe miroir, ce qui est un don très rare, si je me rappelle bien. Et si elle passe devant un miroir, et qu'après elle en trouve un autre, elle peut, comme elle est passée devant ce miroir, passer à travers le miroir d'où elle se trouve pour retourner au miroir où elle était avant. Une fois qu'elle a vu un miroir, il est dans sa tête, elle l'a mémorisé, et donc elle pourra passer à travers. Mais il faut qu'elle ait vu une fois ce miroir en vrai pour pouvoir passer à travers depuis un autre miroir. Mais elle ne peut pas faire ça du pôle jusqu'à chez elle, parce qu'il y a plusieurs jours de voyage, c'est trop loin. Elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Et du coup, sa famille lui manque aussi beaucoup. C'est particulier comme livre. Ça m'intrigue quand même, mais
c'est pas autant, je sais pas, pour l'instant j'ai du mal à me plonger vraiment dedans, mais je ne l'abandonne pas, hein, parce que ça reste quand même agréable à lire, et je lirai certainement la suite. Ça m'intrigue de savoir ce qui va se passer pour Ophélie et Thorne, quoi. Je les aime bien et j'aimerais bien qu'ils soient ensemble au final quand même. Et finalement, pour les lectures en cours, c'est tout fini. Là, j'ai reçu juste hier, mais je ne vais pas les boxer avec vous, j'ai reçu le tome 3 des Sœurs de Sang, Les Ailes Ténébreuses. Ouais, c'est ça. De Niki Popretto, chez Lumen. Je l'ai pris en occasion. Il est presque comme neuf. Bon, il y a eu une cornure pendant le voyage, mais c'est pas grave. Parce que j'ai fini le tome 2 l'autre semaine et que j'ai finalement beaucoup apprécié. J'ai mis 18 sur 20. Il y a eu des longueurs, ça, oui. Il y a une bonne partie du livre où j'ai trouvé long, mais la fin, ça s'enchaîne. Et il se passe plein de choses et on a juste envie de... Moi, j'ai juste envie de continuer assez rapidement ce dernier tome, surtout que après la saga, elle sera finie. C'était une trilogie. Donc, je pourrais cocher une saga trilogie de terminée. Ensuite, on va ouvrir les colis ensemble. Alors, je m'excuse, vous entendez certainement les machines du chantier. C'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre, parce que j'ai remarqué que, enfin mon store, j'ai remarqué quand même que quand je ferme, on entend un tout petit peu moins fort les bruits. Et ça va être comme ça pendant 3 ans, c'est magnifique. 3 ou 4 ans, je sais plus. Enfin bon, là ça va encore, ils font pas trop de bruit. Il y avait vraiment plus de bruit il y a quelques mois en arrière, c'était une horreur. Alors là, il s'agit d'une campagne Ulule. Ma deuxième campagne Ulule. La première, c'était les Chroniques des Fleurs d'Opale il y a quelques temps, que je vous avais filmé sur ma chaîne en... Comment on appelle ça, en unboxing. Là, il s'agit de la campagne Ulule de la maison d'édition Twinkle Édition, qui est en fait une petite maison d'édition. Si j'ai bien compris, la personne qui a écrit le livre est aussi la patronne. Bon, ils sont plusieurs, mais elle fait partie de l'équipe de la maison d'édition. Et donc, j'ai participé à la campagne Ulule pour Là où réside l'hiver. Alors, on a reçu, moi j'ai pris un petit pack, hein, j'ai pas pris le gros pack et tout, il y avait plusieurs possibilités, mais j'ai reçu du coup un très joli stickers, les veilleurs de l'hiver. Très très joli ce petit stickers. Il y a le marque-page de la campagne avec ce joli petit renard. Moi franchement, quand j'ai vu le livre, le renard, l'hermine, ça m'a tout de suite donné envie. Et puis le résumé aussi m'a donné envie, bien sûr. Nous avons une petite carte à une citation du livre. Il est le dépositaire des secrets de la vie sauvage, le gardien des glaciers et du givre qui brille sous les étoiles. Il est le froid, il est la nuit, il est le garant des neiges éternelles. Il est l'hiver, il est Jack Frost. Oui, on est sur une réécriture de Jack Frost. C'est trop mignon tous ces petits animaux, j'adore. Après, on a une très belle illustration aussi de Jack Frost. Il me semble que c'est Laetitia Arnoux qui l'a fait. Tout ce que je vous ai montré, c'est elle-même qui a fait le design pour sa campagne. Qu'est-ce qu'on a là? On a une très jolie enveloppe avec un petit seau. Ça, c'est magnifique. Filmer avec des chantiers, c'est magnifique. Ça, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà, là, il y a un petit mot écrit par l'autrice. Je ne vais peut-être pas vous le lire. J'estime que c'est peut-être privé. Et là, on a le joli bébé. Et c'était une campagne pour avoir un livre, idéalement. Et on a été à plus de 300 et quelques de l'objectif, qui était de 100 et quelques à la base. On a donc eu le livre en relié, en hardback. J'ai vraiment hâte de le voir. Ah oui, il est beau. Ah, il est vraiment très très beau. Ah là là. Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux.
Twinkle édition. Très 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 beau. C'est donc un toc-toc. C'est la deuxième fois qu'une maison d'édition, enfin qu'une autrice, en l'occurrence à chaque fois c'était des femmes, fait avec Ulule une campagne qui leur permet d'avoir des hardbacks. Le premier c'était les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena. Je comprends pas du coup que les maisons d'édition ne fassent pas plus souvent ça parce que ça plaît. Là vous avez des personnages. Je pense qu'on a plusieurs dessins. J'ai cru voir qu'il y avait aussi des... Oui, voilà. Les en-têtes sont aussi très très jolies. Vraiment un magnifique livre. Je ne sais pas si toutes les en-têtes sont les mêmes ou si ça change, mais je regarde juste. Là, c'est les mêmes. Mais c'est très très joli. Et donc, on est sur une réécriture de Jack Frost. Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. À 17 ans, Ada Nightingale est une jeune fille solitaire et hypersensible. Orpheline, elle vit avec sa belle-mère et la fille de cette dernière. Même mise à l'écart, elle veille chaque jour sur le manoir de son enfance et les bois de Moonland. Garant des glaciers, Jack Frost est la quintessence de l'hiver. Pourtant, qui connaît encore son nom, invisible pour les hommes et délaissé des fantômes? Jack œuvre sans relâche, il roussit les feuilles, souffle le givre et fait danser les flocons. Est-ce l'aurore boréale qui va créer un pont entre les deux mondes? Ou le renard blanc, l'hermine et la chouette harfang? Quand les rêves de neige disparaissent et que la terre surchauffe, Ada et Jack devront s'apprivoiser et s'allier aux veilleurs de l'an pour que demeure l'équilibre des saisons. Entrer dans un monde onirique et écouter le murmure de l'hiver. Juste ce qu'il faut pour la période de l'hiver. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge, celui-là. Vraiment très contente de cette campagne avec ces belles petites choses. C'est super plaisant. Et puis d'ailleurs, oui voilà, et puis j'avais oublié, on a une dédicace. Très jolie petite dédicace. Super, super contente avec tout ce qu'on a dedans. L'autocollant, le fan art, la citation, le marque-page. C'est tout ce qui a été débloqué pendant la campagne. Il y avait une ou deux autres choses, je crois à débloquer. Et puis après, bah, c'était des packs. Hein. Vous aviez un mug, vous aviez vraiment plein de choses. Mais je ne pouvais pas me le permettre. Donc bon, c'est déjà pas si mal. Et le dernier colis, il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. Où est mon ciseau? Il est là. Qui est un colis Disney Store. Shop Disney, pardon. Moi, je suis toujours sur le vieux principe. C'est un colis qu'une amie m'a prise. Une amie qui vit en Suisse, enfin une amie collectionneuse qui vit en Suisse. Elle vivait dans le village à côté du mien. Donc, autant dire, quand on s'est découvert mutuellement, ça a été sympa. Ça a été sympa parce qu'elle fait souvent des ventes. Et puis, il y a 2-3 fois par année où je lui prends des choses. Donc, au lieu d'envoyer par la poste, il y a toujours l'avantage d'aller chercher chez elle. Même maintenant que j'ai déménagé à la frontière sur France, je suis à peu près à 25 minutes de chez elle. Donc, c'est pas très loin. Et il y a quelques temps en arrière, en plus, elle m'a demandé, comme elle est suisse, Shop Disney France ne livre pas en Suisse. Jusqu'à 2020, pendant la cove, Shop Disney Allemagne livrait la Suisse. Les Suisses, si on voulait prendre quelque chose, Shop Disney, c'était uniquement en Allemagne ou le Shop Disney Amérique. Sauf que le Shop Disney Amérique, que ce soit en Suisse comme en France, vous avez les taxes, les douanes, les frais de livraison, et l'objet vous revient souvent très cher. Du coup, là, elle m'a demandé il y a quelques temps en arrière, parce que l'Allemagne, en 2020, ils lui ont annoncé à un moment donné, Shop Disney, nous arrêtons d'envoyer les colis en Suisse. Voilà. Donc, les colis qui étaient en route pour chez elle, Disney Store les a fait rappeler depuis la poste Allemagne. Ils étaient déjà partis en livraison, hein, mais elle les a rappelés. Elle a eu des remboursements, et voilà, depuis... voilà, elle obtient ses objets soit par le shop américain qui coûte une plombe, soit en faisant livrer chez les gens. Et comme elle sait que je vis pas loin et puis que je vais souvent pas loin de chez elle faire des courses 1 ou 2 fois par mois, elle m'a demandé, il y a plus d'1 mois et demi, elle m'a demandé est-ce que je peux commencer à te faire des livraisons chez toi comme tu es sur France. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci.
Bon, alors on a un problème, c'est que, en l'occurrence, mon adresse, sur le bordereau, l'étiquette, il manque mon nom et mon prénom. Il y a le restant de mon adresse, mais il n'y a jamais mon nom et mon prénom. On a appelé le shop Disney en début de semaine, parce qu'on a déjà eu, en octobre, un retour de... erreur d'adresse, retour à l'expéditeur. Là, la semaine passée, je vais à la poste chercher un colis. C'était marqué d'aller directement le chercher à la poste. J'arrive là-bas, je lui dis, mais pourquoi j'ai pas reçu d'avis de passage ni rien? Elle va le chercher, elle me dit, mais il n'y a pas votre nom et votre prénom. Le facteur, il n'a pas pu laisser d'avis de passage, il n'y a pas le nom et le prénom. Je lui dis, mais c'est pas normal. Elle me dit, bah non, normalement, c'est retour à l'expéditeur quand il n'y a pas de nom et de prénom. Vous avez de la chance qu'on le garde à la poste. Donc voilà, le lundi, j'attendais un colis pour elle, vraiment pour elle. Retour à expéditeur sans autre possibilité. C'est là qu'on a fini par appeler le monsieur à Shop Disney qui m'a confirmé ce qu'on sait déjà. C'est qu'eux, sur le site, ils ont une adresse complète avec le nom et le prénom. J'en ai parlé avec lui et là, j'en ai parlé avec le postier aujourd'hui parce que ce colis, j'ai dû aller le chercher à la poste parce qu'il n'y avait à nouveau pas mon nom et mon prénom. Donc, j'ai à nouveau pas eu d'avis de passage ni rien. Et le facteur, là, le postier m'a dit la même chose que le monsieur, c'est Shop Disney. C'est l'étiquette Colissimo qui semble poser problème à l'impression. Ils ont des énormes espaces entre les lignes et du coup, il n'y a que 3 lignes qui apparaissent au lieu des 4. Donc, comme m'a dit le postier, il faut que j'enlève le résidence parce que je suis dans une résidence. Le plus important, c'est le nom, le prénom et puis le nom de la rue. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va essayer d'enlever la résidence là où je vis pour laisser juste le nom de la rue et puis le nom de famille. Hier, le facteur, il m'en a livré un, il n'y avait pas mon nom. Allez savoir comment il a su que c'était pour chez moi, il l'a su. Mais ça devient vraiment casse-tête. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre 4 lignes? Ça, c'est incompréhensible. Donc, j'ai reçu plusieurs colis pour Özlem, mais celui-là, il est en grande partie pour moi. Je ne pouvais pas me prendre, c'est une poupée limitée. Et je ne pouvais pas me la prendre ce mois-ci. Parce que j'avais d'autres factures à payer, que j'ai mes swaps à terminer, etc. Et Özlem me dit, bah, je te la prends et tu me la paieras dans quelques semaines quand tu pourras. Alors elle s'est juste pris avec un truc pour elle. Je vous montrerai tout à l'heure. Oui, alors ça, si je mets à côté de Thor, ça va finir en cacahuète. Et voilà la toute belle qui est elle-même dans un carton. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme elle a pris les oreilles, du coup, la poupée n'est pas arrivée parce que des fois, ils envoient les poupées comme ça, Disney Store. Quand vous prenez juste la poupée, ils l'envoient telle qu'elle. C'est littéralement, vous ne verrez peut-être pas parce que c'est tourné à l'envers, mais c'est marqué ce que c'est. Donc c'est bien ça, hein, que ça va à la poste avec le nom dessus affiché en gros. La limitation, elle y est la limitation ou pas? Non, il y a le nom de la poupée. Voilà, puis le poids. Mais bon, bah, il y a le nom. Donc, là, c'est une poupée moins connue. Mais quand vous avez LE, Beauty and the Beast, voilà, LE, Ariel, voilà, autant vous dire que si vous avez affaire à des facteurs peu scrupuleux, vous avez grande chance de ne pas avoir votre poupée arriver. Voilà. Elle est à l'envers. C'est une poupée que je n'ai pas encore. C'est pour ça que je la voulais, parce que j'aime beaucoup le dessin animé. Et pour une fois qu'ils nous sortent une poupée qui n'existait pas encore, en limité d'édition. Alors, le texte est à l'envers, mais c'est pas grave. Atlantis, The Lost Empire. Et il s'agit donc de la jolie, j'ai les reflets, Kida. Très jolie boîte. La poupée a l'air très très jolie. Ah oui, la tenue est magnifique, il n'y a pas à dire. Vraiment très très belle. Ah, je suis très contente. Ça m'en fait une de plus et au moins pour une fois, c'est pas une ressortie. Parce que j'aime bien les poupées limitées, mais il y en a eu plusieurs des sorties dernièrement. Il y a celles qui me plaisent pas parce qu'elles sont pas dans mes thèmes. Et il y a celles qui me plaisent parce qu'elles sont dans mes thèmes, mais qui sont... La Reine des Neiges, il doit y en avoir une quinzaine de sorties. Bon, je les ai pratiquement toutes parce que j'adore,
Mais voilà, il a un peu marre de la Reine des Neiges, surtout qu'ils nous ont pas fait de Reims, alors qu'ils nous en sortent plein d'autres. Là, dernièrement, ils ont sorti un set Platinium de La Belle et la Bête. J'espérais peut-être me le prendre. Et j'espérais aussi, puisqu'il y avait le Platinium pour les 30 ans, qu'ils allaient faire Belle en paysanne, comme ils ont fait Blanche-Neige paysanne, Cendrillon paysanne, enfin Souillon, et Aurore paysanne. Et ils n'ont pas fait Belle. Allez savoir pourquoi. Donc avec son petit tablier blanc, là, sa petite tenue bleue. On attend tous cette poupée, ils ne nous la font pas. Alors on attendait le Platinium édition. Il y avait des murmures depuis quelques temps, comme quoi ce serait... ce Platinium pour l'anniversaire des 30 ans serait sur un croquis qui avait été fait pendant qu'ils ont fait le dessin animé. Et malheureusement, c'est un croquis qui ne me plaît pas et c'est ça qui est sorti. Belle, je vous mettrai peut-être une petite photo. C'est une Belle et Bête à nouveau. Bête, on a déjà eu un set Platinium de Belle et Bête il y a 3 ans. Donc on a déjà une Bête issue d'un Platinium. Et on a aussi eu une Belle et une Bête séparément lors de cette même sortie de Platinium. Ça nous a fait donc 2 bêtes d'un coup. Une dans un Platinium. Donc c'est quand il y a 2 poupées. En l'occurrence, ce Platinium là, c'est Belle et Bête dans la scène de la scène de bal. Et l'autre Bête, qui est sortie en même temps qu'une Belle en format solo, comme ça, c'est Bête et Belle qui jouent dans la neige. Elle est en tenue de neige, elle a sa tenue rouge quand elle joue dans la neige, et lui, il est dans sa tenue bleue quand il joue dans la neige. Donc on a déjà 2 bêtes en limité d'édition, comme ça, et là, ils nous refont un Platinium avec une Bête et une Belle. Alors qu'on était beaucoup de fans à espérer avoir Adam, donc Bête, à la fin du film, quand il est transformé en prince. Parce qu'on a déjà 2 bêtes. Au bout d'un moment, le physique de la bête, on le connaît. On aimerait bien Adam. Pourquoi toujours Bête? Alors qu'à la fin du film, il est en humain. Et du coup, ils ont choisi ce concept art. Belle a une robe bleue avec des petites roses. Oui, elle est très belle, je ne dis pas le contraire. Mais c'est un concept art qui n'a pas été retenu à la fin dans le dessin animé. Alors que nous, on attendait plutôt un set avec Adam, ou alors avec Belle en paysanne, on nous fait un Platinium avec des tenues qui n'existent pas et à nouveau avec Adam. Donc je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, je prendrais Kida, mais comme je n'ai pas pu financièrement finalement, je remercie Özlem de me l'avoir pris à l'avance. Je lui ai proposé hier, je lui ai dit, je te l'amène, tu peux le garder 2 mois en attendant. Parce qu'Özlem, elle fonctionne beaucoup comme ça, elle prend quelques mois un objet, puis après elle le revend. Ça lui permet de diversifier sa collection, d'avoir plein de pièces. Maintenant, là, elle m'a dit, garde-la, elle est pour toi, tu me la paieras dans quelques semaines, il n'y a pas de souci, montre-moi juste de jolies photos, etc. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Voilà ma jolie Kida. Je ne sais plus la combien de c'est, je crois que j'approche dans les 40 LE. En les comptant toutes, hein. Après, il y a des Platinium éditions où ils sont 2. Hein. Mais en comptant chaque poupée, je crois que j'en suis à 40, hein, ou pas loin. Je sais bientôt plus où les mettre, mais bon, comme je vous dis, après, maintenant, des rééditions comme pour Belle. C'est pareil avec Ariel. Hein. Moi, j'ai la toute première version en sirène. Ils en ont ressorti une il y a 3-4 ans, 2 ans, je ne sais plus exactement. Bon, j'ai dit, à quoi ça me sert d'avoir 2 versions d'Ariel en sirène, même si la deuxième version est aussi très jolie, j'ai dit, j'ai déjà la première. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien avoir le Platinium de Ariel et Eric en marié. Mais oui, je ne l'ai pas pris à sa sortie, je n'avais pas les moyens financiers. Et comme m'a dit Özlem, tu as fait une belle bourde, parce que maintenant il est plus de 1000 € hein, ce set. Donc autant te dire que ça va pas être facile. Je ferai des recherches à un moment donné, mais ce sera certainement en demandant à payer sur plusieurs mois. C'est comme ça que je fonctionne pour les grosses LE qui coûtent très cher à la revente. Je demande à payer sur 3 ou 4 mois si ça vaut 1000 € quoi. Mais je regrette de ne pas avoir pu le prendre à l'époque. Mais les Platinium éditions, c'est déjà, il me semble qu'ils sont à 500 € là actuellement. Je ne sais plus exactement les prix. Déjà celle-là, elle est 130. Donc il me semble que c'est 500 pour les Platinium. Parce que c'est limité, me semble-t-il, à 500 exemplaires dans le monde. Le plus souvent, c'est ça. Alors que là, on est sur une limitation. Celle-là, elle est à 9600. C'est une des plus grosses limitations qu'on ait eues. Il y en a, c'est 3000. Il y en a, c'est 5000. Ça dépend. D'une fois à l'autre, ils nous mettent différentes limitations. Par contre, le prix ne change pas. Il fait qu'augmenter. Ça, on est passé... Je crois qu'à l'époque, elles étaient à 84 € et maintenant, on est sur du 130 €. Donc, vous voyez la marge qui se font dessus. Voilà, j'ai fini de vous parler, de faire tout ce que j'avais à faire avec vous. Je vous souhaite une bonne journée.
le lundi 29 novembre pour clôturer ce petit vlog. Mais je pense qu'il est quand même déjà assez long vu ce que je vous ai beaucoup parlé jeudi passé. Et j'ai reçu un petit colis que j'attendais vraiment. Et là, je reviens aujourd'hui sur Suisse où j'ai reçu deux petits cadeaux d'une amie collectionneuse. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous et faire un petit point lecture, enfin, sur les deux lectures que j'ai terminées et une autre que j'ai commencée. Donc, tout de suite, ce que j'attendais avec grande impatience, mais j'attendais patiemment quand même, c'est ceci. Le calendrier de l'Avent de chez Kimi Collection. Alors déjà, la première chose, by Kimi Collection pour le nom de sa boutique. Kimi Collection, c'est le nom de sa chaîne YouTube et de son Instagram. La première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce calendrier, c'est que Kimi nous a fait un magnifique menu. Vraiment, calendrier de l'Avent. Et si on attendait Noël ensemble, ce petit dépliant donnera quelques petites pistes concernant le numéro du jour, mais ne vous en dévoilera pas le contenu que la découverte commence. Et en effet, vous avez chaque jour une petite phrase, une petite énigme pour vous dire un petit peu, pour vous orienter sur ce qu'il y aura. De toute façon, on l'ouvrira ensemble, mais j'ai vraiment adoré ce petit dépliant en plus. J'ai trouvé que Kimi a vraiment fait les choses à fond, malgré le fait qu'en ce moment ce soit difficile pour elle. Elle s'est vraiment donné de la peine. Moi, je suis vraiment bluffée par son travail. Alors, je fais attention parce qu'il y a des petits sapins vous savez, pour décorer. Vous avez des petits paquets. Je vais essayer de vous montrer la boîte. Comment ça se... Voilà. Ça se présente comme ça. Vous avez parfois des enveloppes, toutes plus petites. Parfois des choses. Merci, Electra. Coucou. Allez. Allez, Electra. Hop. Donc oui, vous avez parfois des enveloppes toutes fines. Des choses un peu plus épaisses. Ça me... Qu'est-ce que c'est? Oui, je suis déjà toute curieuse. Vous avez des choses que je reconnais parce que chez Kimi, il y a souvent des bougies. Donc ça, je suis à peu près sûre qu'il y a des bougies. Je pense qu'il y en a 4. C'est bien, ça va me refaire... Je suis loin d'avoir fini mes bougies. Hein. Les bougies de chez Kimi Collection, et de sa boutique by Kimi Collection, elles sont à 12 €, si je vous dis plus de bêtises. Parce que ça fait quelques semaines que j'en ai pas recommandé. Mais il me semble qu'elles sont à 12 €. Elle vous conseille de faire à peu près brûler 2 heures par session. C'est-à-dire que vous avez des pots comme ça, à peu près. Et en 2 heures, enfin, dans les pots, ça vous fait au moins 5 ou 6 fois. Là, je n'en ai pas racheté depuis plusieurs semaines et j'en ai encore, j'en ai fini aucune pratiquement. Depuis que j'en ai acheté depuis le tout début, il n'y en a qu'une seule que j'ai fini. C'est celle du Prieuré de l'Oranger. Et comme je l'ai rachetée quand elle a refait des ventes, j'ai de la réserve. Je suis super contente et j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous pendant tous mes autres calendriers. Et en deuxième, j'ai été chez mon amie collectionneuse qui vit sur Suisse. Elle vit tout près de là où je vivais avant sur Suisse, le village d'à côté. Et du coup, parce que le Shop Disney à l'heure actuelle, ceux qui ne commandent pas sur Shop Disney ou qui ne sont pas de Suisse, nous, pauvres Suisses que nous sommes, c'est plus mon cas maintenant, mais moi j'avais toujours ma mamie en France, donc j'avais pas ce problème. Mais les pauvres Suisses que nous sommes, on n'a pas de Shop Disney en Suisse, ni de site internet Shop Disney. Et le Shop Disney France refuse de livrer les Suisses. Jusqu'à 2020, pendant la COVID, Özlem m'avait expliqué, on pouvait faire livrer depuis le Shop Disney allemand. Mais avec la COVID, ils ont décidé d'arrêter le service de livraison. Et en plus, vous aviez quand même taxes de douane, etc. Bon, il y en avait aussi si vous avez livré depuis la France, mais... Donc voilà, les pauvres Suisses, maintenant, si on veut se faire livrer quoi que ce soit par Shop Disney, il faut passer par le Shop international. Autant vous dire que la douane et les taxes sont beaucoup plus élevées, les frais de livraison aussi, ça ne vaut clairement pas la peine. Donc maintenant, Özlem m'a demandé gentiment il y a quelques semaines si elle pouvait de temps en temps me faire livrer des petits colis chez moi, des petits ou des gros colis d'ailleurs. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai eu la dernière Kida. Je la remercie encore beaucoup. Et là, je lui ai fait venir, ces dernières semaines, elle a fait venir 4 colis. Oui, je crois qu'il y en avait 4 que j'ai regroupés en 3. Il y en a un qui a été retour à expéditeur parce que je ne sais pas si c'est le Shop Disney, s'il y a une société derrière ou si c'est Colissimo. Mais le format d'étiquette qu'ils mettent avec le Shop Disney, il y a un espace immense entre chaque ligne. Et du coup, sur l'étiquette, il n'y a que 3 lignes de texte qui rentrent. Mon adresse, il y a 4 lignes.
parce que je vis dans une résidence. Et du coup, ben, c'est mon nom et mon prénom qui sautent. Le nom et prénom, à la place, vous avez résidence de machin. Oui, je ne m'appelle pas résidence de machin. Donc, il y a eu 2 colis en amont qui ont été retournés à l'expéditeur. On a réussi à en récupérer 2 à la poste. Je ne sais pas comment a fait le facteur pour récupérer le 3e. Il l'a livré directement. Je ne sais pas comment il a su que c'était pour moi. Est-ce qu'il se dit, celle qui reçoit des colis 3 à 4 fois par semaine dans cet immeuble, c'est celle-là. Je vais lui demander si c'est elle qui a reçu ça. Le fait est qu'on l'a reçu. Hein. Maintenant, on a changé de technique. On a enlevé résidence le machin. On en a parlé avec la poste quand j'ai été chercher mon autre colis vendredi. Et jeudi, la personne à la poste m'a dit, oui, il y a tellement d'espace entre les lignes que votre nom et votre prénom, ils sautent. Retirer la résidence, c'est pas essentiel. L'important, c'est vraiment le nom et le prénom et le nom de la rue. La résidence, c'est secondaire. Et comme ça semble fonctionner. Le dernier colis, on a fait comme ça, il est arrivé. Mais du coup, elle voulait absolument me remercier, donc elle m'a offert ce petit quelque chose. J'ai vu que ça venait de chez The Body Shop. J'ai regardé un petit peu avant de vous le montrer. Il s'agit d'un petit gel de douche de Body Shop. Avec une petite... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, justement. Si quelqu'un connaît, un beurre corps douche. Est-ce que du coup, c'est pour... est-ce que c'est à faire sous la douche? Ou est-ce que c'est... Non, je pense que c'est à faire après la douche. Ça sent super bon. Avec un petit froufrou pour frotter la peau, le dos. Donc, je remercie vraiment Oslem. Elle-même, elle me l'a fait pour me remercier de tous les colis que j'ai été chercher pour elle dernièrement. Mais bon, je le fais avec plaisir. Moi aussi, hein, si je n'avais pas eu ma mamie à l'époque qui vivait en France avec ses bains, j'aurais été dans la galère quand je fais livrer des choses de Disney Store. Maintenant, je vis sur France, c'est différent. Mais je trouve ça n'importe quoi. La Suisse, on est vraiment délaissé là au milieu de Shop Disney. Ben, passez par le site américain si vous voulez quoi que ce soit. Merci les prix. Et ensuite, elle m'a aussi donné ceci, qui ira dans ma collection de Disney. Lady et Clochard. De La Belle et le Clochard. J'ai pas beaucoup de peluches, mais voilà. Elle se rajoute à ma petite collection avec mes 2-3 Simba, ma petite Marie. Ils sont trop mignons, je suis trop contente. Et je suis sûre qu'il y a de petits enfants, quand ils vont venir et qu'ils vont les voir, ils vont encore dire « Oh, ils sont trop beaux, on peut les prendre pour dormir avec nous. » Puisque des fois, je les prends dormir avec moi. Enfin, chez moi plutôt. Non, Electra, c'est pas des jouets, ça. Finalement, dans les livres, pour clôturer ce vlog, j'ai terminé, il y a 2-3 jours déjà, Behind the Bars, de Brittany Cherry, chez Hugo Poche. Et franchement, si vous aimez la romance nord classique, hein, c'est pas un truc paranormal ou fantasy, juste de la romance. Je vous le conseille vraiment. Je vous en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir trop dessus, mais l'histoire était belle, elle était touchante. Et pour moi, ça va être un 21 sur 20. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ces 2 personnages, Elliot et Jasmine, comme ceux d'Eleanor Grey. Brittany Cherry est vraiment douée pour écrire de la romance. Et le genre de romance qui me plaît, dans le sens où ça finit bien. En tout cas, dans tous ceux que j'ai lus pour l'instant, il y en a 3, ça finit bien. Par contre, dans tous ces livres, jusqu'à maintenant, il y a à un moment donné le deuil qui est traité et d'autres sujets. Comme là, on a les personnes de couleur, donc le racisme, le fait qu'ils bégayent aussi. Et donc, du coup, le traitement des enfants qui sont harcelés à l'école. Et puis Jazz, elle, c'est vis-à-vis de sa maman, comme je vous ai dit, qui veut qu'elle soit une artiste et tout. Jusqu'à la fin, sa mère est une vache. La mère, dans ce personnage, n'aime pas sa fille. Et on traite aussi, d'ailleurs, un petit peu dans ce livre, via Jazz et via la sœur d'Eliot, on traite aussi vis-à-vis de l'école et du fait que parfois, il y a différentes formes de harcèlement. La sœur d'Eliot, Cathy, a été victime lors d'une soirée où elle a un peu trop bu d'un garçon qui a filmé leurs ébats. Je sais pas si elle n'a pas fait plusieurs ébats. Enfin, voilà, je sais pas si elle n'a pas fait une tournée avec plusieurs garçons. Et ça a fini sur les réseaux sociaux, sur Internet, quoi. Envoyé par SMS à toute l'école. Et là aussi, Jasmine, pour protéger Elliot, elle fait des choses pas très jolies. Avec d'ailleurs le frère de celui qui a forcé Cathy à faire des choses.
Mais Cathy, à l'époque, elle avait bu. Jasmine, elle ne boit pas, elle le fait pour protéger Elliot. Donc, on traite encore d'une autre forme de harcèlement. Voilà, tu fais ça et je laisserai tel et tel tranquille. Ou tu fais ça et on te laisse tranquille. Donc, vraiment, il y a beaucoup de sujets dans ce petit livre qui m'ont touchée. J'en ai vraiment eu les larmes aux yeux. À un moment donné, vers le milieu du livre, c'est Brittany, c'est Cherry, quoi. Mais ça finit toujours bien. En tout cas, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai eu. Il y a d'autres livres qui sont très populaires, et ça, je le sais. C'est ce que Toshokan disait, la chaîne Toshokan. J'ai commencé à le suivre, et je suis d'accord avec lui. J'arrive pas à lire des romances si je sais que ça finit mal. Si c'est vraiment marqué drame, et que je sais, parce que c'est des lectures populaires, il y en a une ou deux comme ça, où l'histoire, on me dit qu'elle est magnifique, mais je sais qu'elle finit mal. Parce que c'est par exemple une héroïne qui est malade, et on sait qu'elle meurt à la fin. Certainement que l'histoire est belle, et parce qu'elle va certainement vivre une histoire d'amour avant de mourir. Mais moi, j'ai pas vraiment envie de lire une histoire d'amour qui finit vraiment avec un drame, avec un des personnages qui meurt. Il y a un film que j'ai regardé une fois comme ça, et que je regarde encore de temps en temps, mais c'est pas mon film préféré justement à cause de ça. C'est Sweet November avec Keanu Reeves, hein, parce qu'à la fin, voilà, le personnage va mourir dans sa famille, et l'histoire d'amour finit du coup pas bien. Mais par contre, elle a redonné l'envie de l'amour au personnage masculin de Keanu Reeves. Mais moi, les romances de ce genre, c'est pas mon truc. Oui, qu'il y ait un décès, qu'il y ait de la maltraitance, de l'alcoolisme, tout ce qu'on veut, à l'intérieur, que ça me fasse un peu pleurer, oui, mais il faut créer une jolie fin. C'est ça pour moi, une romance, une bonne romance, ça va être ça en fait. Et c'est pour ça que je préfère souvent les romances de Noël. Mais Brittany, c'est ce qu'elle fait. Elle met des sujets durs, mais elle finit avec des belles fins. Et la fin de ces deux personnages est très touchante. Après, j'ai terminé La passe miroir de Christelle Dabos. Et je dois dire que je suis un petit peu mitigée. J'ai pas eu le coup de cœur. Alors, je suis rassurée, j'ai vu hier, il me semble que c'est Fanny des Chroniques de la Fraise, qui disait qu'elle avait lu La passe miroir. Il me semble que c'est elle, hein, je peux me tromper. Et qui disait qu'elle avait... Le premier tome n'était pas son préféré. Je crois qu'elle a préféré le deuxième et le troisième. Donc ça me rassure, j'ai quand même mis une note, je lui ai mis 16 sur 20, c'est quand même bon. Hein. Jusqu'à 15, je considère que c'est une bonne note. C'est par contre une des lectures les plus basses pour moi de l'année, avec une ou deux autres, parce que je n'ai pas réussi à m'imprégner de cet univers. Je ne sais pas comment le définir. Ça reste agréable, ça reste un bon moment de lecture. Il y a des choses qui m'intéressent. Ophélie est attachante. Elle a du caractère hein, quand même, la petite. Thorne m'intrigue parce que je pense qu'entre eux ça va évoluer. Là actuellement je vois pas bien où ils vont aller tous les deux, mais je pense quand même qu'on va aller sur un Enemies to Lovers parce que j'ai vu 2-3 fanarts passer par-ci par-là ou des goodies et j'ai quand même vu, enfin voilà, ça semble être un couple, donc je pense que dans les prochains tomes ils vont se rapprocher. Thorne d'ailleurs on sent qu'il commence un petit peu à changer vis-à-vis d'Ophélie, ce qui lui fait peur parce qu'elle le déteste actuellement, mais j'ai du mal à voir où on va aller avec cette histoire qui est très originale. Mais je lirai la suite, hein, malgré tout. Je vais la lire parce que ça m'intrigue quand même. Et que ça c'est resté un bon moment. C'est juste que je suis un petit peu dubitative. J'ai du mal à en parler. C'est pas très clair pour l'instant. Mais ça reste quand même sympa et je peux que le conseiller. C'est une autrice française. Et qui plus est, en plus d'être française, elle est traduite en anglais. Donc c'est la preuve que c'est une saga qui doit valoir vraiment le coup pour qu'une autrice française soit traduite en anglais, et c'est pas souvent le cas. Et finalement, pour conclure, j'ai commencé ma relecture du premier tome d'Acotar, de Sarah J. Maas. J'adore, il brille. En VO, cette fois, les reliés VO, donc en anglais. Parce que je suis sur un Discord, en fait c'est le Discord de Livrement Addict. Et les fans, après la lecture du premier tome de From Blood and Ash en français, Le sang et la cendre, de Jennifer et l'Armande Trout, il y avait plusieurs fans qui avaient envie de relire toute la saga à Cotard, d'autres qui ne l'ont pas encore lu et qui aimeraient la lire. Et elles ont aimé le principe de l'ALC, donc lecture commune. Et Solène leur a ouvert du coup une petite partie sur son Discord pour qu'on puisse faire une ALC. Donc je me suis dit, puisque les filles vont refaire l'ALC, je vais me lancer en VO cette fois. Franchement, j'ai déjà lu 3 chapitres et bon, j'aurais dû me douter que le niveau était abordable. J'ai quand même lu le dernier tome au mois d'août en anglais, mais ça reste super abordable, en tout cas pour moi. J'ai toujours l'impression que mon anglais va être
va pas être assez bon pour pouvoir lire en anglais. J'ai toujours cette impression. Je me dénigre beaucoup sur mon niveau d'anglais, mais au final, on va dire que je comprends 95% du livre. Après, là, ces deux lectures, celle-là et celle que je suis aussi en train de faire, je relis Le sang et la cendre en VO, donc From Blood and Ash. Je les ai lus déjà en VF, donc je me rappelle grossièrement l'histoire, surtout From Blood and Ash, je l'ai fait il y a moins d'un mois. Celle-là, j'ai fait il y a 5 mois, quelque chose comme ça. Mais malgré tout, je me dis, même si je ne connais pas le texte déjà, parce que j'ai lu une fois en français, ça resterait quand même, on va dire, à 90% abordable. Il y a parfois un petit mot où je croche. Voilà, des mots vraiment typiques peut-être de grammaire plus poussée, mais sinon, non. Je dirais 90 à 95%. 95% parce que je connais déjà le livre. Et si je ne le connaissais pas, je pense que ce serait à 90%. Donc ça reste très abordable, quoi. Et voilà, j'ai fini pour ce petit vlog. Je vais le clôturer là, il sera bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ou si vous avez lu certaines choses, ou si vous avez pris certains des calendriers que j'ai montrés. Parce qu'il me semble que c'est dans celui-là que j'ai montré le calendrier d'Art of Bookshop. Je ne sais plus. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. Surtout, ça fait toujours plaisir et ça nous aide. Ciao, ciao!